habitants sur 500 millions d'Européens, c'est même pas la noblesse, c'était 1% de la population de cette fédérale de Luxembourg, c'est même pas 1%, c'est 0,1% de la population européenne. Ils ont un droit de veto. Alors eux, à la limite, ça, c'est tellement petit, ils n'osent pas l'exercer. Mais par contre, on a vu récemment les Pays-Bas, dans la discussion sur le plan de relance européen, qui menaçaient de mettre leur droit de veto et qui ont obtenu une énorme diminution des montants évoqués, parce que sinon ils mettaient leur droit de veto, alors qu'ils représentent voilà, un tout petit pourcentage, 20 millions d'habitants sur 500 millions, là, même pas 4%
démocratisation. Et en l'occurrence, c'est un des pires paradigmes de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont un système sur l'impôt sur les sociétés où toutes les grandes multinationales européennes viennent mettre leur siège au Pays-Bas, alors que ça correspond au fait d'une économie réelle. Et du coup, littéralement, les recettes fiscales aux pays voisins, à l'Allemagne, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, et après, ils vont donner des leçons. Donc ça, ce système-là, ça va pas du tout. Et moi, j'ai écrit avec d'autres, on a publié un manifeste pour une démocratisation de l'Europe, que vous trouvez en ligne, c'est un traité de démocratisation de l'Europe, TPEM. Voilà, on a eu 100 000 signataires, mais c'est même pas la population du Luxembourg, donc c'est pas terrible, mais bon, parce qu'on peut, je pense que c'est pas possible de continuer d'organiser la mondialisation, l'Europe en particulier, mais plus généralement la mondialisation de la façon dont on le fait. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut avoir la libre circulation des biens, des services, des capitaux, en échange de rien du tout, donc sans taxe carbone, sans transparence financière et fiscale, sans imposition commune sur les acteurs économiques les plus puissants, grandes multinationales, ménages à haut revenu, au maximum, je pense que c'est pas possible. Donc il faut en fait dénoncer ces accords-là. Et moi je pense qu'en fait, dès maintenant, on ne peut pas attendre l'unanimité des pays européens et avoir trouvé l'unanimité des pays de la planète pour changer ces règles-là. Je pense que dès maintenant, c'est possible. Bon, si on prend un pays comme la France, comme en France là, et ça s'applique exactement pareil à tous les autres pays, si vous pensez que les profits des ménages doivent être taxés, je ne sais pas, mettons à 40%, et que vous avez un pays qui, lui, décide de jouer au paradis fiscal et qui est taxé à 0%, et qui veut ensuite vous exporter ses biens et ses services chez vous. Déjà, il y a des profits carbone de ces échanges qui doivent au minimum imposer, ce qui n'est même pas actuellement. Mais par ailleurs, même si ça c'était imposé, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés dans ce pays, donc les entreprises qui sont implantées dans ce pays, qui exportent les biens et les services chez vous, en fait, une taxe qu'elles n'ont pas payée, quoi. Elles n'ont pas payé ce différentiel de taxe. Je pense que dans ce cas-là, vous êtes légitime à l'imposer aux entreprises sur la base des biens et des services qu'ils veulent exporter chez vous. Alors la différence par rapport au protectionnisme classique, c'est que si le pays en question remonte là, la taxe douanière disparaît. Donc c'est incitatif. Et c'est la même chose sur la taxation du contenu carbone des échanges. C'est-à-dire si le pays met une taxe carbone sur ses productions industrielles, c'est un système de carte carbone individuelle comme j'ai créé tout à l'heure, là il n'y a plus de raison de faire à sa place en imposant des échanges avec lui. Et tant qu'il ne l'a pas fait, je pense qu'il faut le faire, y compris comme pays individuel. Et c'est vrai que c'est là que ça coince, il y a beaucoup de gens en France ou ailleurs qui vont me dire ah oui mais quand même on ne peut pas, ça revient au traité qu'on a signé dans le passé, on ne peut pas faire ça. Oui non mais d'accord, mais il faut que c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans les traités que vous avez signés il y a 20 ans, il y a 30 ans qu'on va les conserver pendant 50 ans ou 100 ans. Donc il y a un moment, on a changé, on peut faire des erreurs, donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur parfois de sortir unilatéralement du traité que vous dans le passé, à condition d'en proposer d'autres. C'est ça la seule condition qui me paraît importante, c'est qu'on ne peut pas juste balancer les arrangements précédents pour organiser la mondialisation sans se forcer à mettre sur la table d'autres arrangements du type de ceux que je décrivais, qui ne sont pas du protectionnisme pur et dur, qui essayent plus un protectionnisme incitatif avec des objectifs de type universaliste basés sur des principes de justice sociale, fiscale, environnementale qui peuvent s'appliquer à tout le pays et qui ne sont pas dans une logique nationaliste. On n'entend pas. Avec cette lampe blanche. On voit en fait une sorte de marque de solidarité européenne qui est essentiellement menée par la France et l'Allemagne. Est-ce que vous considérez que c'est sincère dans le sens où est-ce que ça peut porter fruit? Est-ce que derrière ça il y a une vraie démarche de solidarité? En tout cas, c'est ce que vous avez demandé, c'est que le gouvernement peut faire passer comme message au niveau européen. Est-ce que pour vous c'est réalisable? Sachant qu'en plus c'est des pays comme vous peuvent porter leur veto et que souvent, même si il y a une démarche de solidarité
mutualisation, peut-être un budget qui baisse. Ouais, c'est vrai ça. Alors, ouais, je répète quand même la question, mais j'essaie de faire court la réponse. Alors, la question c'est, est-ce qu'il faut y croire au plan de relance européen, et notamment le plan de relance européen de cet été, sur les nouvelles annonces qui ont été faites sur la politique migratoire européenne, est-ce qu'il faut y croire en l'Allemagne et la France qui vont vraiment transformer l'Europe pour le bon, etc. Alors, moi je vais essayer d'être constructif. Je ne veux pas juste dire toutes les raisons pour lesquelles j'aime pas beaucoup Merkel, Macron, etc. et tout ce que j'ai à leur reprocher, parce que mon avis c'est très long. Donc je vais essayer quand même d'être constructif. Le plan de relance qui a été adopté cet été, c'est vrai que c'est une nouveauté. C'est-à-dire pour la première fois, il y a une dette commune en Europe qui va abonder les budgets nationaux. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid et en particulier la panique sur le fait que l'Italie et l'Espagne, notamment l'Italie, allaient complètement sombrer économiquement et financièrement, ce qui à la fin était tellement dangereux que ça faisait peur aux exportateurs allemands, aux entreprises industrielles allemandes, qui ont été les premières aussi à dire au gouvernement allemand, écoutez là, ça va vraiment s'effondrer, il faut faire quelque chose. Donc, à la fin des fins, c'est cette crise du Covid, c'est cette crise qui finalement a conduit à décider de cet emprunt commun qui avant paraissait complètement tabou. Donc là, il y a un vrai changement. Maintenant, il faut le relativiser pour deux raisons. D'abord, les montants en jeu restent faibles. C'est-à-dire que je fais souvent bluffer par les montants en centaines de milliards et on aligne des 0,8 milliards. Il faut essayer de ramener ça quand même aux sommes de revenu national, de produit intérieur brut, même si changer cet indicateur, insister beaucoup plus sur les inégalités, sur le revenu des soins de santé. Si on ne veut pas se laisser bluffer par ces annonces, il faut bien les ramener à quelque chose. Sinon, il faudrait avoir à chaque fois les 390 milliards d'emprunts communs, qui est la partie vraiment nouvelle qui va abonder les budgets nationaux. Le produit intérieur brut de l'Union européenne, c'est 14 000 milliards. Donc c'est moins de 3%. Et c'est quelque chose qu'on va dépenser sur 5 ans, 4 ans, donc ça fait 0,5%. Sur un budget européen qui au départ est très très faible, c'est-à-dire le budget européen c'est 1% à peu près du produit intérieur brut, y compris Erasmus, la politique agricole commune, toutes sortes de choses, plus ou moins d'ailleurs justifiées, mais au total le montant n'est pas très important. Et comparé aux États-Unis, avant la crise des années 30, le budget de l'État fédéral états-unien c'était à peu près 2% du PIB, donc c'était petit. Les États fédérés, c'est les sont montés pendant la crise des années 30 à 10-15% du PIB mondial. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, ils sont montés à 15-20 et ils sont restés depuis. Et depuis, l'État fédéral états-unien est 2 fois plus gros que les États fédérés en termes de puissance financière et économique. Là, en Europe, on est resté à 1% du PIB après la crise de 2008. Là, on va passer à 1,5% sur cette contrainte. Ça a fait une progression de 50%, mais ça reste un résultat petit par rapport aux États nationaux qui, eux, gèrent 40-50%. Juste pour remettre en perspective historique par rapport à la constitution de l'État fédéral états-unien, ça reste. Le deuxième point, la deuxième grosse mutation liée à la première, c'est qu'on reste dans un mode de la décision avec la règle de l'unanimité qui rend très difficile d'aller plus loin et de réagir. Concrètement, moi j'ai bien assez peur que dans 3 mois ou 6 mois, on se rend compte que tout ça est insuffisant. Il faut faire beaucoup plus. En particulier, si vous voulez mener une vraie politique d'investissement dans les énergies renouvelables, les transports collectifs européens, en fait, c'est des sommes beaucoup plus importantes que vous connaissez. Et là, on aura beaucoup de mal à reconvaincre l'unanimité du pays pour le faire. Donc, moi, je pense qu'il faudrait mieux, des fois, avancer à un peu plus petit nombre de pays et de façon plus démocratique. Et juste pour finir sur une note positive, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire, l'an dernier, il y a eu la France et l'Allemagne ont conclu un traité bilatéral entre la France et l'Allemagne, qui était le renouvellement d'un vieux traité entre De Gaulle et Adenauer, parce que le fait d'avoir des traités au niveau de l'Union européenne n'empêche pas tous les pays d'avoir des choses linguistiques, et on peut y mettre des choses beaucoup plus ambitieuses. Et en l'occurrence, l'an dernier, ce traité a créé une assemblée franco-allemande, dont toute personne ne parle. En fait, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a une partie, il y a 50 députés du Bundestag allemand de l'Assemblée nationale française qui se retrouvent à Strasbourg au mois. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est vraiment consultatif. Et c'est que la France et l'Allemagne. Et en fait, ça pourrait très bien être étendu à l'Italie, à l'Espagne, en fait, à tous les pays de l'Union européenne qui vont y rentrer. Et surtout, on pourrait confier à cette assemblée le pouvoir de prendre à la règle de la majorité des plans de relance environnementaux, des taxes carbone connues. Je pense que si on faisait ça,
fait, si vous prenez un pays d'Italie, Espagne, Allemagne, France, en gros, quand même 75% de la population et de la richesse de la zone euro, il y aurait en fait une majorité des opinions publiques dans ces 4 pays pour aller, sans doute, la communauté de pays participerait, sans doute certains pays ne voudraient pas y aller, sans doute les Pays-Bas. Je pense qu'ils finiraient par y aller quelques années plus tard, et qu'à la limite, il faut mieux, voilà, il faut mieux avancer moins trop de façon plus ambitieuse. C'est ça la décision difficile, voilà, qui n'est pas prise par des dirigeants qui dire, un gros problème idéologique avec Merkel, c'est qu'ils sont sur une logique quand même de concurrence fiscale, ils sont quand même dans une croyance, dont Macron a entamé son mandat avec la situation de l'impôt sur la fortune. Le fond de sa croyance, c'est que voilà, il faut besoin d'imposer les produits de portée méritants et fortunés. Comme toute coopération européenne, ça serait justement il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement apte dans son logiciel politique et intellectuel à faire les coopérations. Dans une entreprise, c'est important comment tu aurais intérêt à donner du pouvoir aux salariés. De notre façon, si on prend parallèle avec l'État, je vois pas comment un gouvernement aurait intérêt à donner du pouvoir aux citoyens. Et du coup, est-ce que c'est pas une de l'État qui empêcherait le pouvoir avec pareil, la forme de l'entreprise qui empêcherait le pouvoir. Ouais. Ok, ça marche. Alors, autre question. Oui, d'accord. Ah oui, c'est relevé à la question. D'autres questions? Ouais. Là, je ne vous entends pas. Est-ce que tu sais que les questions peuvent venir ici directement, mais ça, on ne peut pas faire. Oui, c'est marrant. Il a raison. D'accord, alors, je réponds sur l'Europe et puis après sur les entreprises. Sur l'Europe, les pays d'Europe de l'Est, quel serait le risque de proposer comme ça une Europe plus intégrée est-ce que des pays comme les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, seraient restés dehors? Qu'est-ce qu'ils feraient? Moi, je pense qu'à la fin, ce qu'on a vu là, dans les discussions sur la relance européenne, c'est que finalement, quand même, ces pays-là ont vraiment besoin des pays d'Europe de l'Ouest pour les financières, à retomber la Russie. Donc, à la fin, ils peuvent être moins conservateurs sur les questions économiques et fiscales que certains pays d'Europe du Nord qui sont soumis dans une trajectoire de dénigrement de l'Europe du Sud, avec l'Europe du Sud commençant dans le Pas-de-Calais, de façon un peu extrême. Enfin, concrètement, la Pologne, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leurs fonds régionaux européens,
quand il y a eu des discussions sur le plan de relance pour l'Italie, pour les pays les plus touchés par le Covid, ils ont eu très peur de faire des fonds régionaux. Donc finalement, ils étaient beaucoup plus prêts à voter une taxe sur les transactions financières communes en Europe que les Pays-Bas ou la Suède. La Suède, en tant que social-démocrate, avec un gouvernement social-démocrate, était moins prête que les populistes polonais à voter une taxe commune sur les transactions financières. Donc c'est un peu fou comme situation politique et idéologique, mais ça tient au fait que, malgré tout, la Pologne, la Hongrie avaient besoin de ces fonds régionaux, alors que les pays d'Europe du Nord peuvent se dire, voilà, ils nous emmerdent, tous ces pays du Sud ou de l'Est, et nous, on ne peut pas. Donc, voilà, les configurations politiques et idéologiques ont changé. Je pense que pour finir, ces pays-là participeraient, s'il y avait un noyau dur, France, Allemagne, Italie, Espagne, voilà, 75% de la population en fait de la zone euro. Je pense que la plupart des pays de l'Est suivraient un tel projet. Et je pense aussi à la fin, en fait, tout le monde suivrait. Parce qu'en fait, à la fin des fins, tout le monde finirait par se rendre compte. Hein. Ça prendrait peut-être quelques années de clash, de difficultés, et c'est vrai que c'est un peu inquiétant cette période de transition, mais à la fin, je pense que tout le monde comprendrait que c'est un intérêt commun. Et que de toute façon, ceux qui resteraient en dehors finiraient par comprendre qu'ils vont finir par perdre aussi le libre-échange. Parce que derrière tout ça, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui avec le Brexit, c'est qu'on on a tellement laissé croire à tout le monde qu'on pouvait avoir le libre-échange, on n'échange rien du tout en termes d'obligations sociales, fiscales, environnementales, et tout le monde se dit, comme le Royaume-Uni avec le Brexit, tiens, on va devenir un super paradis fiscal réglementaire, qu'aucune réglementation commune, et en même temps, à la fin des fins, ils céderont sur le libre-échange, donc on aura le beurre, l'argent du beurre, et c'est ce que font beaucoup de pays à l'intérieur de l'Europe. Ça, il faut sortir de ça, et je pense qu'on est obligé de passer par une période pour montrer qu'on est crédible, de laisser certains pays qui ne sont pas prêts un peu en dehors, mais à la fin, je pense qu'il faut. Sur l'horizontalité et sur la question générale que plusieurs ont posée, c'est pourquoi, par quel miracle, les capitalistes et les actionnaires de l'entreprise qui contrôlent le pouvoir dans les entreprises, qui parfois contrôlent le pouvoir au niveau étatique, pourquoi ils laisseraient volontairement comme ça ce pouvoir à d'autres? La réponse, c'est que évidemment, ça ne peut pas être volontaire. C'est-à-dire que la réponse, c'est que historiquement, ça se passe dans des rapports de force, dans des mobilisations politiques, et très souvent au gré de crises extrêmement violentes. Donc je prenais l'exemple tout à l'heure de Roosevelt aux États-Unis ou des syndicats en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est vrai que c'est dans des circonstances de très fort affaiblissement, disons, du camp capitaliste, parce que au moment de la crise des années 30, vous voyez tous les discours disant voilà, laissez-nous le contrôle du système économique, regardez comme ça marche bien. Au moment de l'effondrement de la crise des années 30, le prestige moral et politique des capitalistes s'en est trouvé quand même très fortement diminué. En Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, après le soutien apporté par partie des capitalistes allemands au régime nazi, bon, forcément, le rapport de force est très différent et la mobilisation des syndicats pour obtenir un nouveau droit du travail, une nouvelle loi obligeant les actionnaires à payer 90% d'impôts dans le cas de Roosevelt ou à donner 50% des droits de vote dans le cas des lois allemandes, ça n'a jamais été un truc volontaire, tiens, voilà, des rapports de force les ont obligés jusqu'à ce qu'ils, dans un certain nombre de cas, ils reconstituent leur pouvoir d'influence pour réobtenir la fin de ces politiques. Donc c'est la même chose, ce sera la même chose par la suite. Il n'y a que des rapports de force et des mobilisations politiques qui peuvent changer ces choses-là. Quelles sont les crises qui peuvent générer les mobilisations nécessaires? Il y a des crises imprévues, comme la crise actuelle, je ne suis pas sûr que ça génère forcément ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup de chacun pour soi, de repli, malheureusement, qui peut en sortir, mais bon, on va voir. Et après, il y a des crises financières, des crises sociales, des crises politiques. Il y a aussi, évidemment, le spectre que la crise environnementale devienne tellement grave que les gens sentent vraiment les conséquences concrètes. Là, les feux en Californie, il va se passer des choses dans les États, aux États-Unis, c'est-à-dire même si Trump était réélu, évidemment, le plus proche pour l'instant, est-ce qu'on va souhaiter, mais ça générerait dans les États aux États-Unis, notamment en Californie et d'autres endroits, des politiques très ambitieuses au niveau des États, d'ailleurs aussi bien dans le relevé salarial que sur le réchauffement, parce que beaucoup de gens se diraient, voilà, c'est plus possible. Donc, si vous avez des conséquences environnementales très graves, là en Californie, même les plus climato-sceptiques, voilà, ils ont le ciel rouge à San Francisco toute la journée en milieu de journée, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc ça fait bouger. Et si les choses deviennent encore plus graves, il y a un moment où la mobilisation vis-à-vis des gens qui continuent à avoir des 4x4, etc., va devenir très forte. Et donc, il y aura des mouvements.
Mais bon, est-ce que c'est ça la seule solution? C'est d'attendre que les choses deviennent tellement graves que les gens coulent. Bon, moi j'ai peur que ça risque quand même de prendre longtemps pour que les choses soient suffisamment visibles et suffisamment violemment visibles pour qu'en soi ça génère la mobilisation nécessaire. Donc je pense qu'il faut utiliser des outils de mobilisation. Bon, voilà, et on va s'arrêter là. Du coup, pour le reste, pour la suite de la journée, maintenant, on va aller sur la place. Là, il va y avoir un danger ici maintenant. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. Bonjour, j'aimerais commencer par remercier d'abord aux deux mouvements qui ont fait pas mal avancer en France en tout cas, deux mouvements de jeunes. L'un est évidemment Youth for Climate, avec leur mouvement d'étiquette contre les marques incriminées qui ont exploité les Ouïghours dans les usines chinoises et en région Ouïghour. Et puis le mouvement collage féministe partout en France, non seulement à Paris. Et c'est vrai que ces deux mouvements, ils ont beaucoup dérangé la Chine, notamment l'ambassade de Chine à Paris. Donc vivement que vous continuiez le mouvement et qu'on les dérange. Et donc je vais pas présenter la tragédie ouïghour, le génocide ouïghour. Je pense que vous êtes plus ou moins au courant un petit peu. Et donc, comme vous le savez, peut-être pas, cette semaine, la Chine encore a publié un livre blanc. Jusqu'à là, on disait entre 1 million à 3 millions de Ouïghours sont dans les camps de concentration. Mais là, le livre blanc de la Chine qui vient d'être publié, il annonce environ 1,3 million de personnes arrêtées depuis 2014 chaque année. Imaginez, la population ouïghour, selon la Chine, environ 12 millions. Depuis 2014, ils ont arrêté chaque année 1,3 million de personnes. Même si disons que chaque année, tout le monde ne reste pas dans les camps parce qu'il n'y aura pas d'espace. Et que sûrement beaucoup sortent aussi, mais beaucoup de nouveaux détenus reviennent. Et puis, à partir de 2017 notamment, 2017 et 2018, ça s'est intensifié. La Chine a créé d'une part, créé des nouveaux camps camps de travail forcé, donc travail esclavagiste, puisque depuis 2017, l'économie de la région, elle est totalement tombée à zéro. Donc de ce fait, bien sûr, il faut de l'économie, il faut de l'argent pour tenir ces camps et pour construire les nouveaux camps de concentration. Donc on vient d'apprendre aussi le nouveau rapport d'un ONG australien détaille avec un rapport extrêmement bien détaillé annonçant 380 nouveaux camps de concentration créés depuis 2019.
encore, malgré toutes les contestations mondiales, malgré toutes les pressions internationales, la Chine continue de construire des nouveaux camps encore plus grands, encore plus sophistiqués, encore mieux surveillés. Donc, en France, donc depuis un an, on est plus ou moins sensibilisés. Les gens commencent à connaître. Jusqu'à l'année dernière, beaucoup, en France, en tout cas dans l'espace francophone, que je constate, notamment parmi les musulmans francophones, même eux, ils ne croyaient pas en disant que c'était de la propagande américaine. Enfin, les Ouïghours, ils sont montés par le CIA. Toute personne qui conteste la Chine, c'était un agent payé par le CIA, ce genre de choses. Donc, vous voyez, nous avons dans la diaspora, environ 90% d'entre nous n'ont plus aucun contact avec la famille depuis plusieurs années, depuis le début du camp. Donc, et que dans la diaspora, environ 80% de Ouïghours ont déjà déclaré avoir perdu, en tout cas, les traces de la famille, au moins un des membres de la famille. Et la sensibilisation et la mondialisation de cette question, de cette tragédie, était extrêmement difficile pour deux raisons. Essentiellement, d'abord parce que la Chine, c'est presque la première puissance en devenir, et puis tout le monde a peur, et ensuite la population ouïghour, majoritairement musulmane. Donc dans un contexte mondial islamophobe, la Chine a bien saisi l'occasion. Dans le monde non musulman, ils vont dire tant mieux, parce qu'au nom de la lutte antiterrorisme, tout passe. Dans le monde musulman, ça n'a fait ni chaud ni froid, parce que d'une part, ils sont dépendants de la Chine économiquement, d'autre part, idéologiquement, ça les arrange, les pays musulmans, parce que idéologiquement, la Chine, c'est un grand frère contre l'Occident, notamment les États-Unis, le grand méchant. Donc voilà les Ouïghours, pourquoi en fait le monde était insensible, le monde était silencieux jusqu'à assez récemment, à la tragédie des Ouïghours, malgré toutes les preuves, malgré tous les témoignages des rescapés de camps. Nous avons une rescapée en France, en Europe on en a 5 en tout, des rescapés de camps. Sinon au Kazakhstan nous en avons 2000 rescapés. Pour la grande majorité sont des Kazakhs. C'est la raison pour laquelle ils ont pu sortir. Parce que lorsque vous êtes ouïghour et que vous êtes de nationalité chinoise, vous n'avez quasiment zéro chance de sortir de camp. Ils sortent de pays pour témoigner, bien sûr. Et donc, voilà. Et dans ces conditions-là, comment on fait? Parce que, enfin, jusqu'à assez récemment, les gens ils me disaient, vous vous battez toute seule, et que vous êtes 3 puissants face à une puissance mondiale, personne ne s'en fout. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir? Ben, moi, je tiens toujours même maintenant, les choses ont un peu changé, comme vous le savez, un peu, parce que rien n'est fait encore en action, c'est toujours dans la parole. Notre président de la République vient de condamner ouvertement, mais ça reste parole, parce qu'il faut de l'action. Ça fait 4 ans que le génocide continue, et ma réponse à ces personnes pessimistes ou ils veulent nous rendre pessimistes, c'est que puisque nous sommes là, vivants, et qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, les Ouïghours de la diaspora, on ne peut pas nous suicider collectivement. Donc, puisqu'on ne peut pas se suicider, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut lutter. Tant qu'on est en vie, on lutte. J'ai l'impression que on ne vit pas pour un rêve ou pour quelque chose. On vit parce que on ne meurt pas. On est en vie en fait. Du coup, on fait quelque chose. Du coup, moi, pour ma part, personnellement, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je suis en vie. J'ai pas envie de me suicider. Puisque je suis en vie,
je dois faire quelque chose d'utile. Donc, vous voyez. Et comment faire? Parce que jusqu'à là, rien n'est encore fait. Ça reste dans la parole. Et encore au bout de 4 ans de génocide, on est arrivé à parole, à condamnation. Et encore en Europe, Emmanuel Macron, il est bien le seul jusqu'à présent. Et on se contente, au bout de 4 ans, un président parle. Donc, c'est là aussi comment on est arrivé à là, je pense. D'un certain côté de piano, en France, on a fait beaucoup pour sensibiliser le public francophone français contre ce qui se passe pour les Ouïghours, et notamment par le biais de réseaux sociaux. Comme vous le savez, j'ai été beaucoup aidée depuis cette année, depuis 1 an, par l'eurodéputé Glucksmann. Et c'est là. En réalité, je me bats depuis des années, depuis que je parle français, depuis que je suis arrivée en France et que j'ai appris le français, que je parle de cette question. Avant 2016, je parlais de la colonisation, parce que, sachant que la question, tout ça pourquoi? Tout ça parce que la région ouïghour, le pays ouïghour, c'est une colonie chinoise. C'est question exactement entre coloniser, colon-colonisé. C'est pourquoi, au bout d'un moment, dans un rapport colonial, vous allez arriver à ce sommet, c'est-à-dire les colons, ils vont écraser totalement, ils vont aller jusqu'à l'éradication du peuple colonisé. Donc voilà pourquoi il faut arrêter. Et puis aussi, vous savez, nous avons déjà dit que l'Europe a déjà connu le génocide dans les années 40. Et moi, en tant que Ouïghour, bien sûr, en tant que Ouïghour, toute ma famille, elle est là-bas. Donc, évidemment, je suis première concernée. Bien sûr que je m'inquiète extrêmement, puisque j'ai même pas de contact avec ma famille. Mais vous savez, lorsque millions de personnes sont enfermées depuis plusieurs années, imaginez-moi, par exemple, en fait, depuis quelques jours, j'ai mal au dos, j'arrive pas à dormir la nuit, et que je tourne 36 000 fois, c'est extrêmement douloureux. Et j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, ils sont dans les camps de concentration, dans une petite cellule de 20 mètres carrés, ils sont 60. Ils n'ont pas d'espace pour dormir. Et ça, depuis 4 ans. Moi, je ne supporte pas une nuit pour ne pas avoir de bons lits. J'ai mal au dos et que j'ai pensé à ça. Ils sont là, 60 personnes dans une cellule, depuis 4 ans. Et que, sans parler de torture physique et psychique, sans parler pour les femmes, comme vous le savez, dans n'importe quelle région où il y a un conflit, ce sont toujours les femmes les premières victimes. Vous avez appris aussi les violents réunions sur les jeunes femmes, les stérilisations massives sur les femmes ouïghours. Donc, évidemment, tout cela, vous savez, le corps de la femme, c'est une arme redoutable des agresseurs, mais aussi des colons dans des situations coloniales. Voilà, c'est une arme pour humilier toute une population. Donc, comment maintenant, en fait, 4 ans après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut pousser les politiques? En fin de compte, malheureusement, ce sont les politiques qui prennent des pouvoirs, qui prennent des décisions pour arrêter cela. Et moi, enfin, je me sentais extrêmement impuissante, évidemment. Mais depuis quelques temps, je suis beaucoup plus optimiste qu'avant. Bien sûr, puisque en fait, je suis en vie, je reste optimiste. Mais là, depuis quelques mois, je suis encore plus optimiste. Parce que, par la mobilisation des jeunes en France, vous savez, en fait, mine de rien, en fait, depuis, les jeunes se sont mobilisés via les réseaux sociaux d'abord, ensuite sur place, comme ils l'ont fait Youth for Climate, mais aussi les jeunes féministes, comme un mouvement collage un peu partout en France. Ça a beaucoup marqué les esprits, ça a donné l'impression que toute la France s'est mobilisée, ou alors au moins toute la France, elle sait maintenant quelque chose. Donc, et ça m'a donné espoir, dans le sens où, c'est vrai,
nous, enfin, on se sent impuissants en tant que simples citoyens, mais nous avons le pouvoir, notamment en fait depuis mars dernier, vous savez, il y a le rapport sur le travail esclavagiste des Ouïghours par 83 marques internationales, vous avez la liste sur internet, et que depuis, nous avons mené une guerre sur les réseaux sociaux contre ces marques, et il y a Adidas et Lacoste, ils ont en tout cas, ils se sont engagés sur écrit, par écrit, qu'ils vont arrêter de collaborer avec les entreprises chinoises qui exploitent les Ouïghours comme un travail esclavagiste. Mais Nike, il a dit non. Donc il a préféré de profiter de travail gratuit des détenus Ouïghours. Tous les jours sur Facebook, nous avons énormément de vidéos des Ouïghours qui travaillent dans des usines chinoises pour des marques. Encore hier, j'en ai publié plusieurs sur la marque Skechers de basket. Et ce qui est étonnant, la grande majorité de ces ouvriers sont des ouvrières, sont des femmes. Étant donné que, probablement parce que dans les camps de concentration, nombreux sont des hommes et que beaucoup, ceux qui sont morts aussi souvent, c'est des hommes. C'est probablement pour cette raison aussi, ceux qui sont à l'extérieur des camps, ce sont souvent des femmes. Donc c'est probablement pour cette raison, enfin, la composition de la majorité des ouvriers qui travaillent pour ces marques sont des femmes ouïghours. Vous voyez, encore une fois, encore les femmes. Non seulement on les viole, non seulement on les stérilise, et maintenant, en plus, vous savez, le scandale aussi des cheveux, puisqu'en fait, en Chine, en fait, dès que vous êtes dans un camp, vous êtes arrêté, on vous rase vos cheveux. Et les femmes ouïghours, en général, dans la tradition, en très grande majorité, pas toutes, mais en grande majorité, on a la tradition d'avoir des cheveux très longs. Et elles sont toutes rasées. Et que, donc, pour fabriquer les perruques. Donc, les États-Unis, ils ont confisqué 13 millions de tonnes de perruques venant de Chine. Ce sont très probablement les cheveux de ces femmes ouïghours. Et donc, voilà, dans cette tragédie, encore une fois, bien sûr, les hommes aussi, bien entendu, et il y a énormément de millions d'enfants ouïghours qui sont arrachés à leur famille. Sur internet, il y a énormément de vidéos des enfants c'est déchirant, ces vidéos. Voilà. Et donc, je pense en fait on peut faire des choses, notamment en fait concernant ces marques incriminées, 83 marques internationales que nous portons, en tout cas jusqu'à assez récemment on portait, moi aussi. Ces marques-là, nous avons le pouvoir, même si le gouvernement ne fait rien, nous on peut faire quelque chose, parce que c'est avec notre argent qu'ils se prospèrent. Si on arrête d'acheter ces marques-là, je pense enfin, ça c'est l'une des choses extrêmement puissantes qu'on peut faire. Et puis aussi, si Adidas et Lacoste, elle a dit oui, on arrête, comme vous le savez, H&M aussi, elle a dit, elle arrête. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que, en fait, les consommateurs et consommatrices, ils arrêtent de consommer. Et donc, c'est l'une des actions qu'on peut faire réellement nous-mêmes. Ensuite aussi, bien sûr, la première des choses, c'est informer, continuer d'informer. Il ne faut pas que... Vous savez, en fait, il y a un mois encore, en juillet, 2 mois, juillet, j'y suis allée, enfin, j'ai vu quelqu'un, un politicien, je ne vais pas dire femme ou homme, on m'a dit, les Ouïghours, vous savez, en fait, à la rentrée, en septembre, on va vous oublier. C'est ça leur humanité. Et vous savez, c'est quelqu'un d'un parti politique qu'on estime, que je vote depuis que je peux voter en France, depuis que je suis citoyenne française, je vote pour ce parti, et que j'estimais qu'il porte toutes les valeurs de la gauche, de l'humanité, de tout ce que j'estime, et que cette personne, elle est connue aussi pour défendre ses valeurs. Vous
vous savez, c'est là que, bien sûr, on n'est pas dupes, les politiques, leurs paroles et la réalité, c'est autre chose, mais en fait, cette personne, j'estimais beaucoup parce que, voilà, c'est ce qu'on voit, et elle m'a dit en face, à moi, à une personne, voilà, je trouvais ça extrêmement inhumain, et donc, c'est pourquoi, eux, de toute manière, avec leurs paroles, ils sont pas humains parce que c'est pas leur famille qui est dans les camps. Je pense que c'était une personne, je pense, même ses ancêtres, ils ont vécu ça. Je ne comprends juste pas des personnes qui ont vécu ça, en tout cas dans leur histoire, puissent porter ce genre de message en face à moi. Donc, vous voyez, je n'ai pas grand espoir de leur part. Et puis, mais par contre, j'estime que vous, comme moi, des simples citoyens, des jeunes, nous, on peut faire des choses. On a un pouvoir, on peut parler, hein, on peut parler, on peut écrire, on peut diffuser. On n'est pas des robots, donc il faut utiliser. Et s'il vous plaît, utilisez votre force, votre pouvoir, ce n'est pas rien, c'est grâce à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous qui nous sommes battus depuis 4 ans, que maintenant qu'ils ont commencé à réagir. Si tout récemment les politiques ils veulent me voir, alors que jusqu'à là ils ne répondaient même pas à mes messages, à mes mails, c'est grâce à vous, hein, grâce au mouvement des jeunes qui se sont bougés depuis peu de temps, depuis quelques temps. C'est comme ça que les politiques ils ont tourné vers nous maintenant. Les politiques ils veulent nous voir, ils veulent s'engager. C'est bien, je suis contente qu'ils s'engagent. Ils sont encore très peu, hein, donc en fait notre travail n'a fait que commencer ici. Donc il faut continuer. Juste pour vous dire, vous avez le pouvoir, s'il vous plaît, vous avez le pouvoir et vous avez la responsabilité et que utilisez votre pouvoir et informez vous-même, ensuite diffusez l'information, suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous l'utilisez. Ensuite, s'il vous plaît, le mouvement comme le Youth for Climate ou encore le mouvement Collage sont extrêmement importants. Ils ont fait un énorme travail. J'espère qu'ils vont continuer. Vous savez, en fait, nous avions prévu une manif le 3 octobre, samedi prochain, mais avec les nouvelles mesures, on a dû reporter pour plus tard. Mais on avait planifié pour le 3 octobre. Pourquoi? Parce que le 1er octobre, ce jeudi, c'est la fête nationale de la Chine. Le 1er octobre, c'est aussi, vous savez, c'est la journée coloniale pour les Ouïghours, parce que c'est à partir de là que le pays ouïghour a été colonisé le 1er octobre 1949. Donc voilà, et que je vous appelle aussi d'organiser ou de rejoindre le mouvement s'il y en a, et que j'espère qu'il y en aura le 1er octobre contre le génocide ouïghour, contre la répression fasciste, la politique fasciste chinoise, contre le colonialisme chinois. Et puis aussi, vous savez, à partir du 28 septembre, c'est le Fashion Week. Je ne sais pas avec les nouvelles mesures, ils vont faire leur Fashion Week ou pas, mais en tout cas, enfin, on avait planifié pour organiser des choses virtuellement et sur place contre les marques incriminées qui seront aussi présents pendant la Fashion Week. Et puis également, en fait, vous avez s'il vous plaît aussi, en fait, je suis en train de mobiliser, en tout cas j'essaie de mobiliser, convaincre les députés pour créer un collectif de solidarité avec le peuple ouïghour à l'Assemblée nationale dans un premier temps, ensuite au Sénat, et que j'ai besoin, bien sûr, les députés acceptent de rejoindre ce collectif et que vous, encore une fois,
vous avez ce pouvoir d'écrire à vos députés, de pousser à rejoindre ce collectif et soutenir les Ouïghours. Et bien entendu, j'ai demandé également aux partis différents, partis politiques, à part l'extrême droite, les autres partis politiques, j'ai envoyé un courrier avec la charte de solidarité avec les Ouïghours pour qu'ils signent. Pour l'instant, j'en ai plusieurs, mais ce n'est pas les gros partis qui ont répondu bien. Donc enfin, il faut continuer, on est qu'au début, mais depuis ces quelques mois, depuis les différents mouvements des jeunes en France, je suis très fière d'être en France, d'être française. Depuis ces quelques temps, vous savez, je suis extrêmement touchée et que ce soit les Youth for Climate ou le mouvement collage féministe, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est des choses très innovantes pour tout le monde et puis surtout pour la diaspora ouïghour. Toute la diaspora ouïghour, ils sont extrêmement reconnaissants et que je dois vous transmettre le remerciement. Vous savez, vous n'êtes pas ouïghour, vous n'avez pas de proches dans la région ouïghour, vous n'avez probablement jamais entendu parler des Ouïghours auparavant, vous n'avez aucune connaissance des Ouïghours, vous n'avez pas d'amis Ouïghours probablement, parce que nous, les Ouïghours en France, on est une minuscule communauté de 1000 individus environ, et encore, donc, et que vous faites tout ça purement par désintéressé, vous faites tout ça purement par humanité, parce que vous avez un cœur humain, parce que vous êtes un humain, parce que vous avez un cœur, tout simplement. Et donc, c'est pour ça on était très touchés. Et j'espère que vous continuez de nous soutenir jusqu'à ce que ce génocide ne va pas jusqu'au bout et que les camps soient fermés et qu'on termine ce cauchemar. Merci beaucoup. Il faut mesurer ce que l'État, avec la complicité d'entreprises, des entreprises privées, parce qu'on parle de la Martinique et de la Guadeloupe, on fait en fait à des populations. En fait. Donc on ne peut pas parler d'écologie sans parler de décolonialisme en fait. Parce que les premières victimes de l'État de ce monde, ce sont des personnes noires ou racisées. En fait. Donc tant qu'on ne mettra pas ces personnes-là à l'avant-garde de la lutte écologiste, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'il faut une certaine radicalité en fait pour pouvoir s'exprimer et faire face à ce monde. Il faut comprendre, on n'est jamais aussi radical dans un mouvement que quand on est oppressé par un système. Donc tant que le mouvement écologiste français, le mouvement climat français n'aura pas décolonisé sa pensée, on ira d'échec en échec. Tant qu'on exclura les populations qui sont les premières victimes de ce système, on ira d'échec en échec. Donc la première révolution à faire, c'est une révolution culturelle, c'est céder la place aux personnes qui savent comment on les fait en tant que système.